Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique sur la précision des systèmes asservis. Donc comment faire pour que le système converge vers la valeur qu'on souhaite, ou quelles doivent être les propriétés que doit être ce système ou ce correcteur qu'on va implémenter pour avoir une erreur qui converge le plus vite possible et vers une valeur acceptable. Un petit rappel, hein, on a le système asservi, donc vous avez le correcteur ici, hein, ce qu'on va essayer de mettre en place plus tard. Le système et la chaîne de mesure. Donc on a l'erreur ici, en fait, ce qu'on appelle précision, ça va être le comportement de l'erreur ici de façon temporelle pour voir sa vitesse, est-ce qu'elle va vite converger vers une valeur, et de façon statique, est-ce qu'elle va converger vers une valeur constante ou nulle. Voilà. Dans le cas d'ici, on ne verra pas les correcteurs en tant que tels. On va essayer de garder une manière assez générale. Donc d'abord, on va commencer par la précision dynamique. Donc elle va dépendre de l'évolution temporelle de l'erreur, donc l'erreur pendant le régime transitoire, et la précision statique. Précision statique, ça va être l'erreur en régime permanent, l'erreur au bout d'un certain temps, quand en gros tout aura convergé vers une valeur constante. Alors, un petit exemple sur la précision dynamique, on va prendre un système du premier ordre qu'on va boucler tout simplement ici. Et l'étude de la précision, en fait, en général, on peut la faire sur n'importe quel type de signal. Mais bon, on a l'habitude quand même d'utiliser un échelon. On a des choses normées quand on fait un échelon unitaire qui permettent de voir si un système est plus rapide que l'autre ou pas. C'est la norme en général, on utilise un échelon, c'est plus simple et tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Alors donc du coup on va reprendre notre système ici. Donc l'erreur ici ça va être la sortie, la consigne pardon, moins la sortie. Et la sortie ça va être la fonction de transfert fois l'erreur. Donc l'erreur c'est la consigne moins la sortie. Cette consigne reste là. Et la sortie c'est aussi la consigne fois la fonction de transfert en boucle fermée. Donc finalement l'erreur, ça va être la consigne multipliée par 1 moins la fonction de transfert en boucle fermée. La fonction de transfert en boucle fermée, donc c'est du G' sur 1 plus G'. Donc on peut la mettre sous la forme K1 plus sur 1 plus taux 1P avec K1 qui fait K sur K plus 1 et taux 1 qui fait taux sur K plus 1. Donc on voit déjà ici que K va avoir un impact à la fois sur le gain statique en boucle fermée et sur la constante de temps. Donc si notre consigne c'est un échelon unitaire, l'erreur devient 1 moins la sortie tout simplement. Donc l'erreur va devenir 1 moins K1 fois exponentielle moins T sur taux 1. Donc on voit ici le taux 1 va impacter l'erreur. Plus taux 1 va être petit, plus cette partie-là va converger vers une valeur constante. Et avec K1, K sur K plus 1 et taux 1, taux sur K plus 1. Donc c'est encore pareil, c'est plus K sera grand, plus on aura taux 1 qui sera petit. Après ici, plus K sera grand, plus K1 aussi va se rapprocher de 1. Donc quand on regarde un peu le temps à l'infini, finalement on se rend compte qu'on va converger vers une valeur, l'erreur va converger vers 1 sur 1 plus K. Donc si on veut quelque chose de nul, il faut que K soit très très grand. Enfin de nul, on n'aura jamais nul, mais de négligeable, il faut que K soit très très grand. Et la décroissance exponentielle va être d'autant plus rapide que taux 1 est petit. Vu que taux 1 en gros c'est 3 taux 1, c'est le temps de réponse du système. Et donc que K va être grand. Donc on voit ici que le gain du système va avoir un impact à la fois sur l'erreur dynamique et l'erreur statique du système. Maintenant on va regarder un peu l'erreur stationnaire. Alors l'erreur stationnaire elle a une définition. On appelle l'erreur stationnaire d'ordre n la limite quand t tend vers l'erreur de epsilon n, de l'erreur à l'ordre n. Et l'erreur à l'ordre n, c'est quand l'entrée du signal, il est à l'ordre t puissance n-1 sur n-1 factoriel u. Ça, c'est en temporel. En fréquentiel, en Laplace, pardon, dans le domaine de Laplace, c'est quand en de p, on peut le noter 1 sur p puissance n. Quand on dit l'erreur stationnaire tout court, c'est sous-entendu l'erreur stationnaire d'ordre 1. L'erreur statique, c'est aussi l'erreur stationnaire d'ordre 1, c'est un autre mot pour désigner la même chose. Donc en fait, on va regarder le théorème de la valeur finale, tout simplement. On va
Regardez la valeur finale, donc quand t tend vers l'infini de l'erreur, donc ce qui revient à regarder la limite quand p tend vers 0 de p epsilon de p, avec epsilon de p qui est la consigne sur 1 plus g, tout simplement. G, on va essayer de le mettre sous une forme un peu plus pratique. Donc G de P, on avait dit que c'était K, le gain statique, sur P puissance alpha, un certain nombre de pôles, multiplié par un numérateur, un dénominateur. P puissance alpha, c'est les pôles à l'origine ou le nombre d'intégrateurs. Et donc en fait G de P, on peut le mettre sous cette forme-là. Et comme ce qui va nous intéresser, c'est la limite de G de P quand P tend vers 0. Alors on a G de P qui va pouvoir s'approximer par K sur P puissance alpha. Vu que tout ici, les termes 1 plus 1, P plus A2P carré vont être assimilables à juste 1, pareil au dénominateur. Donc quand P tend vers 0, G de P va tendre vers K sur P puissance alpha. Donc je vous propose un petit exercice. Donc là maintenant on a vu la forme générale du G de P. Donc j'ai rappelé ici. L'erreur, c'est En sur P sur En de P sur 1 plus G de P. En, donc ça va être 1 sur P puissance N, et la limite quand P tend vers 0 de G de P, c'est K sur P puissance alpha. L'erreur statique d'ordre N, ça va être la limite quand P tend vers 0 de P fois En de P sur 1 plus G. Et on va regarder en fait ce qui se passe quand on a une entrée qui est un échelon, une rampe ou une accélération, et qu'on n'a pas d'intégrateur dans le système, un intégrateur, deux intégrateurs ou plus que deux intégrateurs. Donc je vous propose d'essayer de tout simplement remplacer n et alpha ici par, on va commencer par n égale 1, alpha égale 0, d'essayer de faire le calcul, de mettre la vidéo en pause, d'essayer de faire le calcul et de trouver la valeur. Donc cette valeur, on l'a déjà trouvée. Donc je vais juste la rappeler, hein. Alors, on l'a fait dans les slides précédents de cette vidéo. Donc ça va être 1 sur 1 plus k. Donc plus k va être grand, plus l'erreur va être petite, mais l'erreur ne va pas converger vers 0. C'est-à-dire qu'on aura une erreur nulle. Si on a juste un premier ordre asservi, avec un bouclage, on n'aura pas une erreur statique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un intégrateur, mais tu regardes toujours un échelon, si j'ai un intégrateur dans le système? Et bien là, si vous développez les équations, vous verrez que vous obtenez toujours une erreur statique nulle. Donc pas d'intégrateur dans le système pour un échelon, j'ai une erreur statique constante. Si j'ai au moins un intégrateur, je l'ai nul. On va faire les mêmes calculs si on a une rampe, c'est-à-dire que vous faites les mêmes calculs en considérant que E c'est 1 sur P au carré. Et vous allez trouver que si vous n'avez pas d'intégrateur dans G de P, vous aurez une erreur infinie. En fait, vous allez avoir la consigne qui va augmenter linéairement, la sortie qui va aussi augmenter linéairement, mais avec une pente plus faible. Du coup, l'écart entre les deux va tout le temps s'agrandir. Si on a un intégrateur, finalement, les deux pentes vont avoir la même, les deux courbes, la rampe d'entrée et le signal de sortie vont avoir la même pente, sauf qu'il faut un petit peu de temps pour que le système réagisse. Du coup, vous aurez une erreur constante entre les deux, à 1 sur k. Et si vous avez deux intégrateurs, cette erreur va s'annuler. Donc vous aurez bien la rampe de consigne qui à un moment donné sera rattrapée par la sortie et on aura une erreur. Et vous pouvez faire le calcul aussi si vous avez une accélération en entrée. Si vous n'avez pas d'intégrateur ou un seul, vous aurez une erreur infinie. Si vous avez deux intégrateurs, vous aurez une erreur constante et après vous aurez une erreur. Voilà. Ce qu'on va essayer de généraliser un petit peu maintenant. Si je regarde la précision statique des systèmes uniquement en regardant l'entrée ici, on va constater qu'en fait si on a alpha intégrateur, on aura une erreur statique qui va s'annuler pour des consignes, des entrées du système asservi de fonction de degré alpha moins 1 en temporel et de degré alpha dans le domaine de la place. Si il nous manque un intégrateur, on va avoir une erreur constante, et s'il nous manque plus que 1, on va avoir une erreur infinie. Donc l'erreur stationnaire, elle va dépendre du nombre de pôles à l'origine de la fonction de transfert. La fonction de transfert forcément en boucle ouverte, mais également du gain. C'est-à-dire qu'on va avoir en gros le choix entre l'infini 0 ou
une constante qui elle dépendra du gain. Et on note par rapport à tout à l'heure, hein, le gain ici il est à la fois important pour la dynamique. On se rappelle que plus on avait du gain, plus la dynamique serait rapide, plus l'erreur va converger rapidement. Et également ici on a vu que plus le gain sera important, plus l'erreur sera petite. Donc ça c'était par rapport à l'entrée. Maintenant on va regarder un petit peu parce que le but des asservissements c'est aussi de gérer des choses qu'on n'avait pas prévues, notamment des perturbations. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe si notre système il est perturbé. Et en fait, on peut différencier ça en deux cas. On peut considérer que notre système ici G, il va être coupé en deux, avec G1, une première partie qui n'est pas perturbée par le système, qui donne une sortie où on va ajouter un signal de perturbation. Donc la partie G2, elle sera perturbée par la perturbation. Alors perturbation, si on est par exemple sur du véhicule électrique, ça peut être une rafale de vent, ça peut être du poids en plus ou en moins dans la voiture, ça peut être une pente de la route, des choses comme ça. Donc là, je vous propose un petit exercice. C'est de calculer les fonctions de transfert de la sortie par rapport à la consigne et de la sortie par rapport à la perturbation. Alors là, on va faire ce qu'on appelle, vu qu'on est sur des systèmes linéaires, on peut le faire, on va faire comme en électronique un théorème de superposition. C'est-à-dire que quand je vous demande la sortie par rapport à la consigne, il faut négliger la perturbation, donc écrire la perturbation égale 0. Et quand je vous demande la sortie par rapport à la perturbation, il faut supposer que la consigne est égale à 0. Voilà, je vous propose de faire pause et d'essayer de faire ce petit exercice, et puis de revenir me voir tout de suite après. Donc je vais vous donner la solution. Normalement, c'est pas très compliqué, je pense que vous y êtes tous arrivés. Donc ça, c'était un résultat classique, hein, vu qu'on suppose qu'il n'y a pas de perturbation, c'est classique, on a un système en boucle ouverte, donc G' qui est égal à G1, G2, donc la fonction de transfert en boucle fermée c'est G' sur 1 plus G', donc G1, G2 sur 1 plus G1, G2. Et si on regarde par rapport à la perturbation, on va avoir G2 sur 1 plus G1, G2. Alors déjà, on va marquer une petite pause, on va regarder ce que ça veut dire. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est finalement les perturbations, est-ce qu'elles vont avoir un impact sur la stabilité du système? Donc là, je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre pause pour bien y réfléchir. Et je vous donne la réponse tout de suite. Donc la réponse, ça va être que les perturbations, elles n'ont pas d'impact en fait. Pourquoi elles n'ont pas d'impact? Parce que la stabilité des systèmes, elle est liée au dénominateur. Et on voit ici que les deux fonctions de transfert ont le même dénominateur. Donc les perturbations n'ont aucun impact sur la stabilité. Ça peut paraître contre-intuitif. Encore une fois, on a des systèmes qui nous paraissent stables et puis si on vient les perturber un peu trop, ils vont tomber ou des choses comme ça. Mais on est dans le cas des systèmes linéaires et dans le cas des systèmes linéaires, on n'aura pas d'impact des perturbations sur la stabilité. En supposant toutefois qu'on reste bien dans le domaine linéaire, qu'on ne va pas aller taper des saturations, des choses comme ça. On reste bien dans cette zone-là. D'accord? Donc, revenons un petit peu maintenant à nos moutons, je dirais. Donc, une fois qu'on a ces deux fonctions de transfert ici, on va essayer d'étudier l'erreur, notamment l'erreur statique. Donc, l'étude de l'erreur, on va regarder ce qui se passe. Donc, on a vu quand on avait juste un système non perturbé que les intégrateurs pouvaient avoir un impact. Donc là, on va essayer de voir s'ils ont toujours un impact si je les place dans G1 ou si je les place dans G2, est-ce qu'ils ont le même impact ou un impact différent. Donc on va lui demander de calculer l'erreur epsilon de P en fonction de SD et de DP. Donc là c'est pareil, on les a calculés tout à l'heure, la sortie par rapport à ça, et donc du coup c'est assez facile à faire. Vous pouvez faire pause si vous voulez, je vais vous donner la réponse tout de suite sans beaucoup détailler. Donc ça, l'erreur c'est exactement pareil qu'un système où il n'y a pas de perturbation. On va juste rajouter, enfin même soustraire ici ce terme de perturbation ici. D'accord? Donc l'erreur, ça va être 1 sur 1 plus G1, G2 fois la consigne, moins G2 sur 1 plus G1, G2 fois la perturbation. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le tableau suivant. Donc je vous ai juste rappelé la formule ici, là. Voilà, et on va regarder ce qui se passe quand ma consigne est un échelon, que je n'ai pas de perturbation dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, c'est quand je n'ai pas de consigne mais que j'ai une perturbation.
On est sur des systèmes linéaires, donc on pourra appliquer le théorème de superposition. Et dans la première ligne, on va supposer que l'intégrateur il est dans G1. Dans la deuxième, on va supposer que l'intégrateur il est dans G2. Donc, je vous propose d'essayer de faire ces 4 petits calculs. C'est-à-dire vous remplacez les valeurs ici et vous essayez de déterminer quelle va être l'erreur statique dans les 4 cas. Vous pouvez faire pause et je vous explique tout de suite ce qu'il en découle. Donc je suppose que vous avez fait pause, vous avez testé. Donc voilà les résultats qu'on a, c'est-à-dire que comme on pouvait s'y attendre, si on n'a pas de perturbation, finalement l'intégrateur soit dans G1 ou G2, puisqu'on n'a pas de perturbation, c'est comme ce qu'on a vu précédemment. Si on a un intégrateur, on regarde par rapport à un échelon, on n'a pas d'erreur. Par contre, si on regarde par rapport à la perturbation, si l'intégrateur il est dans G1, on aura une erreur nulle. Si l'intégrateur il est dans G2, eh bien on aura une erreur non nulle et constante, pas infinie. Donc en conclusion, pour qu'un système présente une erreur statique nulle pour une consigne d'un échelon, il faut que la fonction de transfert en boucle ouverte présente au moins un intégrateur pur. Pour qu'elle présente, donc ça c'est par rapport à la consigne, en échelon, donc par rapport à l'entrée. Pour qu'un système présente une erreur statique nulle pour une perturbation en échelon, donc là on est par rapport à la perturbation, il faut au moins un intégrateur pur en amont de la perturbation. En amont de la perturbation, ça veut dire si la perturbation est ici, c'est avant la perturbation, donc il faut bien que l'intégrateur pur soit dans G1. Si on veut généraliser un petit peu ça, donc on vous reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on constate que si le système en boucle ouverte possède alpha intégrateur, son erreur statique s'annule pour une consigne en fonction du temps degré alpha moins 1. Et on constate que si le système en boucle ouverte possède alpha intégrateur en amont de la perturbation, son erreur stationnaire s'annule pour une perturbation également de degré alpha moins 1. Voilà, donc en gros, si vous voulez avoir une erreur statique nulle, que vous avez une perturbation, il faut essayer de localiser où cette perturbation va intervenir et vérifier ou ajouter qu'il y a un intégrateur avant. Voilà, j'espère que ça a été assez clair et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.